Moi, j'aurais voulu parler de la musique dans la Syrie dans les années 1920, du coup, puisqu'on a élargi un peu le sujet à la période globale de ce début du XXe siècle, même pratiquement mi-XXe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les années 1920 en Syrie furent une période riche de diversité musicale, marquée par une fusion de traditions locales et d'influences régionales. Comme tu l'as si bien dit, Franck, pendant ton intervention, tu nous as expliqué qu'on était quand même dans un ensemble géographique avec plein de cultures différentes un peu partout, ce qui fait que la Syrie est un vrai carrefour culturel au cœur de ce monde arabo-musulman qui abrite une mosaïque de communautés, chacune contribuant à un paysage musical varié et dynamique, donc interchangeant les uns avec les autres. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en 1920, la Syrie, elle est sous mandat français, donc il y avait une période avec des changements politiques, sociaux significatifs. On va avoir du coup des personnes venant aussi d'Occident qui seront présentes. On va avoir aussi des personnes qui seront présentes, d'autres véritables, entre guillemets, colonies françaises. Donc tout ça, ça va contribuer à créer encore une fois de plus une sorte de véritable patchwork culturel, et donc ici, de patchwork musical. Alors, les instruments de musique, dans la musique, jouent un rôle central, assez logique me direz-vous. Et parmi les plus populaires dans les années 1920, on va trouver du oud, donc c'est une sorte de luth à manche court, le ney, qui est une sorte de flûte en roseau, le kanoun, une sorte de sitar, et ces instruments étaient aussi souvent accompagnés de percussions, comme la darbouka, un tambour avec une peau tendue sur un vase en céramique, ou encore le rik, une sorte de petit tambourin. Ces instruments étaient utilisés dans une variété de contextes musicaux, des performances solistes aux ensembles musicaux, ajoutant alors une richesse sonore et une profondeur mélodique aux compositions. Du coup, ce que je te propose, Franck, c'est un petit blind test rapide. Je t'ai cité plusieurs instruments et il va falloir que tu essayes de savoir lesquels vont être joués là présentement. Donc j'espère que tu as tes oreilles qui sont toutes oui, parce que on va jouer un peu des instruments. Tu es prêt? Allez, on va essayer. Allez, c'est parti. Je suis nul en musique, hein, donc vraiment, t'as choisi la meilleure personne. Ouais, je suis désolé. Bon, il y a un enfant qui pleure sur la vidéo que j'ai captée. Ça, c'est plutôt un instrument qui est quoi, vent ou corde? Je suis désolé, mais c'est une corde, mais ça ressemble quand même très très fort. Désolé, ça ressemble très très fort au C117. Hein. Ah oui, et tout à fait. Et il joue quoi dans le j'ai l'image. Il joue du... Il me semble qu'il joue du C'est oud du et pas de la oud, sitar. exactement, tout à fait, bien joué, c'est du oud. Mais oui, exactement, c'est clairement le passage dans SS 117 où il joue Bambino dans le bar. Tout à fait, on est vraiment sur ce genre d'instrument. Évidemment, on est sur une flûte. Une flûte, exactement. Après, quel type de flûte? Alors ça, je suis là pour assurer tes arrières. C'est la fameuse flûte en roseau qu'on appelle le ney. Donc à l'occidental, ça s'écrirait N-A-Y. Mais oui, vraiment, juste, c'est vrai que c'est très très agréable. C'est bizarre comme des fois la culture musicale peut aussi jouer sur la perception culturelle, parce que bien sûr. Bizarrement, on a entendu le oud tout à l'heure, vraiment tout de suite j'ai pensé à Bambino, mais tu sais, ça m'a tout de suite mis dans cette ambiance du souk carotte. Ouais, grave. Et là, la flûte, tout de suite, ça donne l'impression d'être sur le bord d'un désert en Jordanie, ouais. dans une zone semi-aride. Je sais pas, c'est bête, mais moi, immédiatement, je vois les images du désert un peu rose, tu sais, mais... avec des plantes rases et tout. Ouais, mais c'est ça qui est chouette avec la musique, c'est que ça, à chaque fois que quelqu'un écoute quelque chose, ça le transporte finalement dans un univers qui est lié à ce qu'on perçoit de l'instrument, ce qu'on perçoit de la culture qui manie aussi l'instrument. Alors parfois il arrive qu'il y ait des rencontres, alors là je vais te faire écouter un truc, c'est un peu plus moderne, parce que j'ai pas trouvé de truc classique, mais ça reste quand même un instrument que j'ai cité tout à l'heure. Là c'est un peu en mode électro, mais l'instrument est quand même présent. Très électro. J'ai envie de danser à Bollywood là. C'est un instrument à cordes. Et effectivement, là, c'est très, on est en boîte de nuit, on est en boîte de nuit à Bagdad. Exactement. C'est le kanoun, donc une sorte de sitar. Hop, je te mets ça maintenant. Alors, tu peux repasser, juste, j'allais dire, si tu peux repasser, sinon. Ouais, vas-y, je peux. Différence entre le oud et la. Alors, le oud, regarde, hop, wow. C'est plutôt ça. C'est quoi, je vais te les mettre en même temps. Le deuxième était un peu plus. Tu m'as dit que t'appelais le kanoun. Le kanoun. J'ai l'impression que les notes sont un peu plus
Un peu plus aigu. Un peu Après, plus c'est aigu, peut-être ouais, tout à fait. le... Le oud est effectivement peut-être beaucoup plus grave. mais- En fait, la différence, c'est que le oud, il fait plus guitare, en fait, d'une certaine manière, alors que la sitar, le kanun, C'est plus banjo, quoi. ça fait plus, non, c'est même plus un instrument asiatique, en fait, dans le sens, ça fait presque lyre où faut pincer tes cordes. Si tu vas chercher une photo de sitar, tu verras vraiment qu'on n'est pas sur le même type d'instrument vraiment qu'une guitare. D'ailleurs, dans la vidéo du mec que j'ai récupéré là, qui fait de l'électro oriental, il en a une grosse devant lui et là, il joue du truc en même temps qu'il a sa grosse disco derrière. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'adore je suis un grand fan de mixité de genre. Tu me fous de l'électro syrienne, moi, je connaissais pas, mais je deviens fan, tu vois, directement. Bon, ça c'est de la percu, hein, bien évidemment. On est ici sur la darbuka, donc là le tambour avec une peau tendue sur un vase de céramique. Donc on entend bien le truc un peu tassé. Et tu vas voir, c'est assez différent du rick qui lui a un espèce de tambourin. Voilà, tu vois là vraiment on sent que c'est le tambourin de Esmeralda, tu vois, avec les petits trucs sur les côtés et que tu vas taper directement dans ta main. Donc voilà un petit peu pour les différents instruments que tu peux retrouver. Alors je ne les ai pas tous cités bien évidemment dans la musique syrienne. Ces instruments qu'on retrouve toujours aujourd'hui, la preuve, hein, puisque les captations que j'ai récupérées, c'est pas des trucs de 1920, c'est des trucs récupérés sur des shorts YouTube. Donc ça vous montre que c'est toujours présent quand même dans la culture syrienne. Et maintenant, ce que je propose, c'est qu'on parle un petit peu des différents genres musicaux qui étaient populaires dans les années 20 en Syrie. Alors, je vais te les mettre, et puis, comme ça, j'en parle en même temps. On va commencer par le premier, qui s'appelle le mouacha. Je sais pas très bien comment le prononcer, mais en gros, c'est mouach, C-H-C-H-A-H. Donc, tu verras, ça va te plonger dans une ambiance aussi, hein. Le mouachash, c'est un genre poétique et musical qui a trouvé un écho particulier en Syrie, notamment à Alep. Il est soumis à des règles strictes de métrique arabe et il se distingue en cela de sa contrepartie maghrébine. Il est souvent interprété dans des salons de musique, des cafés chantants, où les musiciens et les poètes se réunissent pour célébrer cet art raffiné. Les mouachas étaient caractérisés par leur structure poétique complexe et leur mélodie envoûtante, souvent accompagnée par des instruments traditionnels comme le oud et le kanun. Donc ces deux instruments qu'on entend en fond, je pense qu'on est sur les deux. Je pense qu'il y a un oud et un kanun et on a un monsieur du coup qui est en train de chanter aussi dans la foulée. Donc ça c'est un mouachash que j'ai trouvé sur internet. Là on est vraiment dans le côté très tournant de la musique orientale où on va répéter toujours inlassablement les mêmes rythmes encore et encore. Moi je trouve ça très chouette, je trouve ça très apaisant comme musique. À chaque fois j'ai mis que 1 minute 30 généralement. L'autre musique qui est souvent écoutée, c'est plutôt une sorte de musique traditionnelle, des musiques assez anciennes. C'est souvent assez varié, assez riche. Ça va inclure exactement les mêmes instruments qu'avant, oud, kanun, etc., qui vont être utilisés pour accompagner des chants et des danses traditionnelles. Les musiciens traditionnels jouent un rôle crucial dans la préservation et la transmission de ce patrimoine musical qu'ils vont souhaiter entretenir justement pour garder cet esprit un petit peu pan-arabique, hein, comme tu disais tout à l'heure. Et il va y avoir d'ailleurs pas mal de performances qui seront enregistrées dans les années 20 et les années 30. Parmi les différentes musiques traditionnelles, il y en a une que j'ai retenue, c'est le mawal. Je suis vraiment désolé si je le prononce très mal. Le mawal, c'est ça. Donc le mawal, c'est un chant traditionnel arabe improvisé et mélodique. C'est très expressif et c'est souvent chanté a cappella ou avec un accompagnement instrumental léger. Parce que là on a un léger oud, une légère sitar, une légère flûte maintenant qu'on entend derrière. C'est vraiment une forme de poésie et de musique à part entière qui est très appréciée dans les cultures du Proche-Orient, notamment en Égypte, mais aussi en Irak, au Liban, en Palestine et bien évidemment en Syrie.
C'est presque comme une complainte, je trouve. Ah, j'adore la flûte. Ouais, c'est vrai que c'est très. Mais elle a un son quand même qui est très C'est magique, hein. C'est très. Et puis elle est très typée, je trouve, dans le son. Ouais, bien sûr. Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est peut-être moi qui fantasme parce que je sais le contexte, etc. Mais quand même, je trouve que dans le ton, la manière dont elle joue, il y a quand même. Enfin, c'est très 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 typé. Autant la musique juste avant, tu changes un peu la langue, ça aurait pu passer pour de la poésie occitane. Oui, c'est vrai. Enfin, ça aurait pu être dans le même ton. Autant là, c'est très difficile avec cette flûte. J'ai l'impression quand même de La flûte est très caractéristique. pas être remarqué. Tout à fait. C'est très caractéristique d'une musique proche orientale. Là où effectivement le oud peut très bien se retrouver dans des musiques, comme tu le disais, occitanes ou même espagnoles, etc. D'ailleurs, le troisième type de musique qu'on va avoir fréquemment, c'est des musiques arabo-andalouses. Alors, les musiques arabo-andalouses. Ce qu'il faut savoir, c'est que Alep était un centre majeur pour la musique arabo-andalouse, un héritage musical qui remonte à l'époque médiévale. Cette musique, intégrant des formes comme le makam, donc ce qu'on est en train d'entendre en ce moment, était profondément enracinée dans la culture syrienne. Les musiciens syriens ont préservé et développé ce style, le rendant accessible à un public plus large, à travers des performances dans des salons de musique et des cafés chantants. Ce que vous entendez ici, c'est un extrait repris, bien évidemment, mais d'un interprète syrien des années 1930 qu'on appelle Oumar al-Batch et qui a été un des plus grands interprètes de ce style de musique et qui a laissé un héritage extrêmement fort dans les musiques proches orientales. Donc Oumar Bat, pour tout vous dire, il a vécu entre 1885 et 1950. Ça aussi c'est très caractéristique. Moi ça me fait beaucoup penser aussi à des musiques égyptiennes, genre Natacha Atlas par exemple, qui est une compositrice que j'aime beaucoup. Donc on est vraiment sur quelque chose de très... on répond en arabique encore une fois. Alors de la musique c'est des cafés, c'est tout ça, mais la musique où qu'on soit dans le monde, c'est aussi souvent beaucoup en lien avec la religion. Voilà, donc comme tu peux l'entendre au fond, on est ici sur ce qu'on appelle un qasidat, qui est une musique de tradition religieuse islamique. Toutefois, faut pas l'oublier non plus, les communautés chrétiennes et juives ont aussi leur propre chant et leur propre liturgie, qui sont aussi tout à fait avec ce genre de style de musique-là, bien évidemment. Par exemple, l'église syrienne orthodoxe avait des liturgies, comme ce qu'on appelle la liturgie d'Antioche, qui étaient chantées lors de cérémonies religieuses. Les chants religieux sont non seulement une expression de foi, mais aussi une partie intégrante de la vie culturelle et sociale en Syrie. Je trouve ça très beau. Après, j'aime beaucoup les chants religieux de manière générale. Ah, j'avoue, T'es moins fan. Je suis moins sensible. Moi, que ce soit chant grégorien ou ça, les deux me vont, franchement. Allez. Il y a l'extrait un peu long, je me permets de le retirer. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle vraiment de la musique populaire, donc celle qui reflète la vie quotidienne. Alors, l'artiste que vous entendez, c'est Sabri Moudallah, qui est un artiste qui est connu pour son interprétation de la musique traditionnelle syrienne, tant religieuse que profane. C'est typiquement des artistes comme Sabri Moudallah qui vont être souvent joués lors de fêtes ou de célébrations, ajoutant du coup une dimension véritablement festive et communautaire à la vie sociale. Donc ça c'est la musique, comment dire ça, on serait un peu sur... ça va faire bizarre ce que je veux dire, c'est de la variété syrienne de 1920 quoi, d'une certaine manière.
Donc là, on est sur quelque chose d'un peu lent. Donc finalement, la Syrie des années 1920, comme je vous dis, c'était un carrefour culturel et musical où la musique jouait un rôle central dans la vie sociale, politique et culturelle. Cette décennie, marquée par des bouleversements politiques et sociaux, a vu la musique devenir un vecteur d'expression, de résistance, préservant et enrichissant des traditions locales. C'était donc un mélange d'influences arabes, turques, persanes, kurdes, andalouses, etc., etc., etc. La musique peut être également perçue comme un moyen d'expression politique, de résistance aussi, bien évidemment. Les chants, les poèmes étaient souvent utilisés pour exprimer des sentiments de révolte et de protestation contre les occupants français. Les musiciens et les chanteurs jouaient donc un rôle crucial dans la mobilisation et la sensibilisation du public. Les cafés chantants et les salons de musique étaient des lieux de rassemblement où les artistes pouvaient exprimer leurs opinions et leurs sentiments. Ces espaces permettaient aux musiciens de diffuser leur message à un public large, contribuant ainsi à la formation d'une conscience collective et nationale, malgré eux ou voulu. La Syrie, avec sa diversité religieuse, abritait donc une riche tradition de musique religieuse, communautés chrétiennes, juives, musulmanes, comme on l'a dit, avaient leur propre chant liturgique. La musique des sociétés syriennes est donc bien plus qu'un simple divertissement. C'est un vecteur d'expression culturelle, un moyen de résistance politique et un élément central de la vie sociale et religieuse. Alors, là, je vous ai parlé finalement des musiques syriennes typiques. Cependant, comme on l'a vu, en Syrie, en 1920, il n'y a pas forcément que des Syriens. Tout à l'heure, on en a parlé un peu rapidement, il y a des troupes françaises qui sont présentes en Syrie à cette époque-là. Et donc, dans ces troupes françaises, on va trouver différents types d'individus. On va retrouver, comme tu l'as dit, effectivement, des Français européens. On va retrouver aussi des Européens d'Algérie. On va retrouver des Marocains. On va retrouver des Sénégalais. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils amènent avec eux? Ils amènent aussi une partie de leur culture et une partie de leur musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, dans une fanfare militaire, vous n'allez pas avoir tout d'un coup du djembé qui va être joué, ou alors du oud, des trucs comme ça. Ça restera toujours, bien sûr, classique. Cependant, certaines troupes, dans des moments de détente, peuvent très bien sortir leurs instruments pour pouvoir se jouer un petit truc, et donc, du coup, transmettre aussi ce rythme, ces musiques, créant ainsi une sorte d'hybridation. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même aussi beaucoup de Syriens qui sont présents dans des troupes auxiliaires, c'est ce qui me semble, si je dis pas de conneries, ce qu'on appelle l'armée du Levant. On a plus de 3200 auxiliaires syriens quand même qui en font partie, donc on va vraiment avoir presque un syncrétisme musical qui va se créer. Alors je vais vous remettre quelques petits extraits de musique. On va voir ce qu'on appelle le sabar, qui est un ensemble de percussions plutôt liées au Sénégal. On est vraiment sur des percus assez typiques aussi. C'est typiquement le genre de musique qui va faire un petit peu voyager ailleurs, en tout cas dans un imaginaire collectif qu'on peut avoir de ces différentes cultures musicales africaines. L'autre objet que j'ai envie de vous faire écouter, c'est ce qu'on appelle le bendir. Le bendir, c'est une percussion plutôt marocaine qui a un son très particulier. J'adore ce son. Pour moi, ça fait Medieval Total War tout de suite. C'est un son presque métallique. Ouais, tout à fait. Moi, ça me fait penser à la scène à l'écran d'attente de Medieval Total War 2. Je crois qu'il y en a qui passent au fond. Donc, c'est ces espèces de grands tambours très circulaires qui ont vraiment une amplitude sonore absolument phénoménale. Le bendir, du coup, c'était notamment joué par les goumiers marocains avec différents types d'instruments. Alors, il y a un dernier style de musique, bien évidemment, que je vous ai pas passé, c'est le style de musique militaire à la française. Voilà, ça c'est bien chez nous. La musique n'est pas qu'un simple outil de cohésion interne, elle est aussi un vecteur de la politique coloniale française, instrumentalisée pour renforcer la discipline et promouvoir une sorte d'idéologie assimilationniste. Les autorités militaires imposent l'exécution d'hymnes nationaux comme la Marseillaise lors de cérémonies officielles, où tous les soldats vont donc se transformer en véritables citoyens, entre guillemets, intégrés dans un appareil d'État.
Cela traduit une forme de double réalité de la part des soldats, coloniaux ou non d'ailleurs, partagés entre leur propre culture d'un côté et la culture englobante française à travers ces différentes musiques. Moi je parle de la musique, mais en fait on peut parler de n'importe quel aspect de la culture, bien évidemment. Donc ça va agir presque comme une sorte de ciment social permettant aux soldats de cultures diverses de se forger une sorte d'identité collective malgré toute chose. Donc on est à la fois face à une opposition de musiques différentes et en même temps un rassemblement à travers un syncrétisme des différentes cultures musicales qu'on peut avoir en Syrie à cette époque dans les années 1920. C'est peut-être un peu aussi une mini aparté. Vas-y. Mais c'est vrai qu'on le dit souvent, mais quand on parle d'appartenance, quand on parle les appartenances, parfois par individu, elles peuvent être perçues de manière multiple. Bien sûr. C'est-à-dire que tu as des troupes décolonies, donc troupes coloniales décolonies, qui peuvent avoir un fort sentiment d'appartenance à leur ethnie, à leur région d'origine, et un fort sentiment d'appartenance parfois au sein des corps de l'armée. Tout à fait, ouais. Ce qui va être notamment le cas des troupes de Leclerc, c'est de ces braves qui sont remontés des troupes du Tchad qui sont remontés depuis ce qui était à l'époque l'Afrique équatoriale française jusqu'en Libye italienne et qui ont vaincu à Koufra. Et il peut y avoir comme ça des appartenances qui peuvent paraître paradoxales. Parce qu'on peut se dire, ce sont des troupes coloniales, donc objectivement, elles sont dominées, donc il doit y avoir une haine de l'envahisseur, etc. Mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Et non. Dans la perception individuelle des choses, et même collective. On peut avoir des individus qui vont tirer une fierté, d'une certaine manière, d'avoir appartenu à des corps militaires français, alors que ce sont des troupes coloniales. Oui, tu peux appartenir à deux cultures de toute façon. Enfin, c'est ça qui est intéressant avec l'humain. En fonction de ton vécu, rien n'est binaire en final. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.